Bonjour, nous sommes le samedi 22 mai, il est 12h30. Il fait très mauvais, il a plu toute la matinée. J'ai vu qu'une éclaircie s'approchait et donc voilà, on saute sur l'occasion. Je suis évidemment avec Goliath et j'ai repéré un petit chemin juste devant moi qui a l'air bien abrité du vent. Et je crois que c'est important pour que vous entendiez bien parce que malgré la présence de la bonnette anti-vent, et bon, il y a les deux bonnettes aujourd'hui parce qu'il fait vraiment froid, 22 mai, bon, il fait froid. Et donc je me suis dit que ce chemin-là serait bien orienté, bien à l'abri du vent pour ne pas avoir trop d'interférences. Alors je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout dans quoi on s'embarque, il y a toujours ce petit côté imprévu et un petit peu stressant de ne pas savoir dans quoi je m'embarque. Donc, si ça se trouve, on va devoir faire demi-tour parce que c'est un cul-de-sac. J'en sais rien. Donc, s'il vient une averse abominable, on se réfugiera dans la voiture pour finir le shooting. Okay? Bon, voilà. Comme annoncé, ça n'a pas l'air mal, le coin, mais bon, est-ce que le chemin continue ? On va voir. Évidemment, il y a Goliath que vous entendez déjà et que vous verrez plus loin. Il n'y a pas Oxo parce qu'on est à une bonne dizaine de kilomètres de la maison. Et là, évidemment, Oxo ne se présente pas. Vous savez quoi? Je pense que je n'ai pas fermé les portes de ma voiture. Voilà. Et c'est du live. Enfin, c'est pas du live, mais c'est quand même... vous vivez la chose... exactement comme Goliath et moi. Bon, alors, aujourd'hui, ceux qui ont suivi l'épisode précédent sont bien au courant. Donc, nous sommes dans un opus 2 sur le SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO, qui est l'acronyme anglais, mais qu'on utilise en français, où parfois le B est remplacé par un F, SIFO, et alors ce n'est plus bactérial, c'est fungal. Vous connaissez ma position à ce sujet. Je crois que bien souvent, c'est à la fois bactérial et fungal. Et donc, d'entrée de jeu, je vous annonce aujourd'hui que je vais casser pas mal de symboles et de dogmes. Vous savez que j'aime bien faire ça. C'est pas une volonté affirmée de ma part d'entrée de jeu, mais c'est parce que je pense que un des grands défauts dans les approches classiques en médecine ambulatoire, en médecine qui fait face aux plaintes de patients qui ne vont pas mieux avec les algorithmes classiques, parce que bon, celui qui est soulagé, il est soulagé, voilà, très bien, je m'en réjouis grandement. Mais c'est ceux qui ne vont pas bien, moi, qui m'intéressent parce que je voudrais bien leur donner des pistes, leur donner, si possible, des solutions. Et bon, le chemin a l'air de tenir la route, donc je pense qu'on est parti pour la promenade pour de bon. Et donc, c'est déjà un problème, ça, parce que tout le monde me parle de SIBO. Ben, c'est un sujet qui a beaucoup de succès. J'ai beaucoup de réactions, il y a beaucoup de vues sur la première vidéo, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interactions avec les internautes. Donc, c'est un sujet important, mais ça, je l'avais bien pressenti. Et quand on me parle de SIBO, on a l'air d'être certain qu'il s'agit de bactéries. Et donc, voilà, on va donner un traitement antibiotique en fonction des bactéries auxquelles on pense avoir affaire. Oui, mais je vous ai déjà dit ça maintes fois, s'il y a des levures, votre traitement antibactérien, ça va pas être génial parce que ça va faire le bonheur des levures. Vous liquidez les bactéries, et bien les levures prennent leurs aises et vont remplacer les bactéries sur les territoires qui ont été nettoyés de la présence bactérienne. Donc, c'est déjà pas très bon, ça. Vous voyez. Donc, vous avez quoi? SIBO, SIFO ou SIBO-SIFO, ou SIFBO. Ah, voilà. SIFBO, fungal and bacterial. Vous voyez, ça cloche déjà un peu. J'ai un autre problème. Et ça va peut-être surprendre, ça va peut-être choquer. Bon, écoutez, ce ne sera pas la première fois que
je choque, hein. Bon, il faudra bien s'y habituer un jour. Je le fais pour ce que je pensais de bonnes raisons. Donc, small intestinal, ok, le SI là, il veut dire small intestinal, donc on est dans l'intestin grêle. Ok, et bon, il y a eu peut-être plusieurs manières d'aboutir à ce diagnostic. Il peut y avoir des pistes cliniques qui ont mené à ce diagnostic. Il peut y avoir donc les fameux tests d'haleine, l'analyse des gaz expirés dont je vous ai parlé dans le précédent opus. Donc, je veux bien admettre que dans tous ces cas-là, l'existence d'une prolifération microbienne, je vais recentrer un peu cette affaire-là, voilà. L'existence d'une prolifération microbienne est dans le grêle, dans le petit intestin, small intestinal. Cette prolifération est avérée, mais qu'est-ce qui me dit, à moi, qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau du côlon? Comment y aurait-il une multiplication de bactéries et ou de levures dommageables apportant des symptômes indésirables dans le grêle et que le côlon serait en bon état? Ça n'a aucun sens. Donc, bon, le problème, à mon avis, il sera très souvent, je ne vais pas dire toujours, il ne faut jamais dire toujours en médecine. Bon, ici, il y a énormément d'eau. Bon, mais en tout cas, très souvent, on va avoir... Je viens de traverser un petit pont. Vous allez peut-être voir derrière moi. Non, Goliath, pas dans la boue, là. Ouh. Allez, viens avec moi. Et donc, on va très souvent avoir une prolifération microbienne dans le grêle et dans le côlon. Alors, quand c'est dans le côlon, la terminologie, les étiquettes qu'on pose sur les patients, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment les labelliser, pour faire du franglais, ce qui m'a toujours énervé, parce que bon, de quel droit, hein, de quel droit? Et à quoi est-ce que vraiment ça correspond? Vous savez, l'étiquetage du patient avec un pseudo-diagnostic, c'est le confort du médecin, c'est pas celui du patient. Ça m'a toujours paru... Bon, je ne dis pas que c'est pas nécessaire de quand même commencer par là, mais si on s'arrête là, hein, et qu'on a un protocole standard, bim bam boum, qu'on applique à cette étiquette, plus à l'étiquette qu'au patient d'ailleurs, eh bien, le résultat en général n'est pas bon. Voilà. Ça donne un espoir et qui est souvent déçu. Et donc les patients tournent en rond et cherchent d'autres solutions, et c'est ça qu'on essaye d'éclaircir aujourd'hui. Donc, nous voilà mal embarqués, hein, déjà, à ce stade. Je ne parle pas du terrain un peu marécageux. Nous voilà embarqués avec des étiquettes SIBO où, à part le O, qui veut dire overgrowth, donc croissance, prolifération, pullulation, dysbiose, tout ça est synonyme, hein. Une dysbiose, en général, ça correspond effectivement à des multiplications microbiennes. Le O, ok. Le B, c'est B ou c'est F ou c'est les deux. Et le SI, small intestinal, bon, moi je crois que je veux bien garder le I, parce que bon, il y a l'intestin, il y a le grêle et il y a le gros intestin qui est le côlon. Mais le S, je suis désolé, mais qu'est-ce qui me prouve, moi, qu'il n'y a pas le côlon aussi? Donc, vous voyez, j'espère vous avoir démontré ici qu'on déraille complètement le truc SIBO. Et donc, moi, je voudrais bien reprendre le problème. Ah oui, j'ai peut-être commencé à vous dire, j'ai peut-être pas fini ça, ou j'allais vous le dire. Quand on est dans le côlon, en général, le label, oui, j'ai parlé de label, puis j'ai pas fini ma phrase, parce que, bon, le terrain est un peu
plus compliqué que ce que j'espérais, mais bon, le chemin a l'air de s'assainir plus loin. Le label qu'on met quand c'est le côlon, c'est côlon irritable, côlon spastique, ou alors, pour reprendre l'acronyme anglais, c'est IBS, Irritable Bowel Syndrome. Et là, bowel, bon, ça veut dire intestin, on ne précise pas lequel. Et donc, tout ça, ce sont des labels, et je n'aime pas tout ça, ok? Bon, donc, il y a, chez ces patients, une perturbation du microbiote intestinal. Ça, on peut dire, ok? Il y a une perturbation du microbiote qui a un peu échappé au contrôle du système immunitaire et qui est qui est devenu sauvage, qui est devenu indomptable, et on ne s'en sort pas, et il faut regarder ça, selon moi, d'une manière absolument globale. Et donc je renvoie tout ça, SIBO, SIFO, IBS, tous ces problèmes intestinaux, moi je renvoie ça aux fondamentaux. Il est évident que la diète a une énorme importance pour tous ces cas. Et tous, pas plus les uns que les autres. Il faut retourner à ce qu'on mange. Parce que c'est ça, évidemment, toujours le nerf de la guerre. Toujours le nerf de la guerre. C'est bien les traitements, c'est bien les antimicrobiens, les antibactériens, les antifongiques, les antibiotiques, les tout ce que vous voulez. Ça, c'est toujours le même paradigme où on s'obsède sur les bestioles. On voit l'ennemi, on est attaqué par toutes ces proliférations, les pauvres, on les plaint, il faut se battre, il faut des c'est avec les antiviraux, bon, on ne va pas revenir sur les antiviraux. Et alors le patient, évidemment, personne ne s'en préoccupe, il mange n'importe quoi, On demande au gastro-entérologue, docteur, qu'est-ce que je dois manger? S'il y a une réponse, vous êtes déjà heureux. En général, la réponse, si c'est du SIBO, ça va être le fameux FODMAPs. Donc un régime pauvre en FODMAPs, qui sont tout un tas de fructo-oligosaccharides, etc. Bon, le régime pauvre en FODMAPs, si vous voulez que je vous dise. Bon, d'abord, c'est un régime très malsain qui ne va jamais pouvoir être tenu longtemps parce que, bon, on enlève des tonnes d'aliments essentiels à la santé, toutes les fibres d'origine venant des légumes, etc. Bon, ok, bon, moi, c'est un fait qu'il y a des patients qui sont soulagés, ils font le régime pauvre en FODMAPs pendant 1 mois, 2 mois. Ça les aide, tant mieux, moi je ne suis pas du tout contre ça. Mais après, on fait quoi? On les met en FODMAPs, pauvres en FODMAPs toute leur vie, mais c'est criminel, c'est hors de question. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'évidemment, quand on arrête, on n'a pas résolu grand-chose. Parfois oui, parfois bon, voilà, l'amélioration est durable, mais souvent elle ne l'est pas. Donc, on revient à la diète. Alors, je suis interpellé, et ça a fortement influencé mon discours d'aujourd'hui, ça. J'ai plusieurs internautes, alors, la flotte, vous voyez que j'ai bien fait de mettre ma bonnette, j'ai peu peur pour mes appareils, Goliath, viens, on va se mettre à l'abri. Pas bon ça. Vous voyez, c'est toujours le risque ici, Le risque est permanent. Enfin bon, c'est pas un risque vital, mais j'ai pas envie. Viens, Goliath, voilà des épicéas. On va se mettre un peu là. Et donc, vous voyez comme c'est beau ici, Regardez ça. Qu'est-ce que vous dites de ça, Vous allez voir ça le vendredi soir dans le live. Ça vous prépare un bon week-end. Ça, bon, il fait pas beau, mais c'est quand même, la nature est quand même superbe. Et donc, c'est la diète qui compte. Alors, oui, les questions qui moi, ça me choque. Des questions posées très gentiment. Docteur, quel est le régime alimentaire que vous conseillez pour le SIBO? Donc, j'aurai un régime alimentaire qui convient au SIBO.
Ah, ok. Ben écoutez, ça c'est prix Nobel, ça, de médecine. C'est quoi? C'est le magic bullet en anglais. C'est Eureka, hein? C'est le Graal. Il n'y a pas de régime alimentaire qui convient au SIBO. Il y a autant de régimes alimentaires différents que de SIBO différents parce que chaque patient différent a un SIBO. Et vous savez ce que je pense maintenant de l'acronyme SIBO, hein, SIBO, SIFO, IBS et n'importe quel mélange de tout ça. Chaque fois, c'est différent. Ça va pas être les mêmes mélanges microbiens, ça va pas être les mêmes proliférations, ça va pas avoir les mêmes causes, et surtout ça va se développer sur des terrains différents qui sont propres au patient en fonction des faiblesses du patient. Moi, je m'intéresse plus aux faiblesses du patient auquel il faut remédier, qu'il faut solutionner dans la mesure du possible, évidemment, hein, parce que ça a ses limites, mais bon, on peut aider, on peut y travailler, parfois on peut aider grandement, voire corriger, ça dépend évidemment de quelle faiblesse on parle. Et donc, c'est le patient qui m'intéresse. Et alors là, le problème, c'est que chaque patient est différent, et donc, chaque diète va être différente. Est-ce que cette pièce-là peut tomber, si vous voulez bien? Chaque diète va être différente. Il n'y a pas de diète standard qui aide le SIBO ou l'IBS. Côlon irritable, si vous préférez, vous en avez marre des acronymes anglais. Donc, bon, ça monte ici. Comment est-ce qu'on va établir cette diète? Bon, écoutez, ça, il suffit d'écouter les 50 capsules précédentes, vous aurez tout de suite compris. Vous voulez un petit résumé, parce que vous n'avez pas le temps d'écouter ou de réécouter les 50 capsules précédentes. Ok, je comprends un peu. Et donc, commençons par le commencement. Le classique, ce sont ce que j'appelle les marqueurs métaboliques, ok, qui évaluent... Mince, voilà un petit orvet qui est mort et qui est en train de se faire dévorer par une limace. Je ne vais pas vous le montrer, sinon je vais tout dérégler mon truc. Mais là, j'ai un petit orvet et qui est en train de faire les délices d'une limace, qui sont carnivores, entre autres. Je ne sais pas, ils ne sont pas que carnivores. Moi, je leur donne il y a une espèce de champignon qui fait le bonheur de mes limaces. Alors, mes limaces m'aiment bien. Je nourris aussi les limaces, figurez-vous. Bon, voilà. Il y a toujours des rencontres hein, dans ces vidéos. Bon, donc les marqueurs métaboliques, ça c'est du classique, ça. C'est du classique pur et dur. Tous les médecins traitants vont ou devraient accepter quand même de regarder ça. C'est marqueurs du métabolisme des hydrates de carbone, glucose, insuline à jeun, HbA1c, triglycérides, et acide myristique dans le profil des acides gras. Vous avez les marqueurs lipidiques. Alors les triglycérides, c'est un lipide, mais il part du côté des hydrates de carbone. Mais alors vous avez les graisses, vous avez tout le reste du profil des acides gras. C'est très important le profil des acides gras pour comprendre ce qui ne va pas et vers où il faut aller. Et puis alors évidemment, vous avez les différents types de cholestérol, hein, le total et le HDL qui sont mesurés et le LDL qui est calculé. Qui donc, qui vaut ce qu'il vaut. Je recentre, voilà. Et alors, voilà un autre chemin. Bon, on va prendre celui-là. Goliath, viens. Ça a l'air pas mal. Puis ça descend, parce que comme ça, je serai moins essoufflé. Et donc, ça, c'est des marqueurs. Alors, vous avez des marqueurs du côté des protéines, hein, donc métabolisme de l'azote. Et ça, c'est l'acide urique, l'urée, la créatinine. Créatine, c'est un complément alimentaire qu'on donne aux sportifs. C'est ça que ça me perturbe un peu. La créatinine. Et alors, la créatinine sanguine, mais on peut aussi aller voir du côté des urines et faire un calcul
qui correspond à la fonction rénale, qui est évidemment importante dans le métabolisme de l'azote, qui est donc la caractéristique des protéines, puisqu'il y a de l'azote, le symbole chimique N, dans les protéines, alors qu'il n'y a pas de N dans les graisses et dans les féculents, qui sont, eux, constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, CHO, et le N, c'est quand il y a de la protéine. Donc voilà, il y a tous ces marqueurs métaboliques qui sont des choses connues, classiques. Et donc ça, évidemment, ça joue, parce qu'il va y avoir des anomalies, et il va falloir essayer de corriger ces anomalies par la diète. Bon, mais ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Après, b.a.-ba, le statut des acides gras, c'est peut-être pas si courant que ça. J'ai mal mis ma bonnette, moi, encore avoir des critiques. Mais c'est fondamental, ce statut des acides gras. Et puis alors, vous avez évidemment le génotype ApoE. Comment est-ce qu'on peut redresser une situation mal embarquée depuis des mois, des années, de dysbiose et de problèmes intestinaux, sans savoir si on doit dire aux patients de basculer vers un high fat, low carb, E3, voire very high fat, very low carb, E2, ou s'il faut quelque chose de plus classique, de plus équilibré pour les E4. Enfin, vous avez toutes les capsules sur le génotype ApoE qui vont vous donner évidemment tous les compléments d'information. Et puis, après le génotype ApoE, vous avez, pas nécessairement, pas loin d'être obligatoire, mais j'aime bien de faire le génotype OGG1 pour voir si le jeûne intermittent est vraiment fortement conseillé chez ces sujets, parce qu'il y a un lien avec des préventions, des réparations des mutations de l'ADN par l'enzyme qui correspond à OGG1. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de conseils à donner, et en particulier le jeûne intermittent. Bon, on ne va pas s'étendre sur l'OGG1, mais en tout cas, le jeûne intermittent, franchement, pour ces problèmes intestinaux, c'est la panacée. Parce que ça vous donne du temps de récupération, ça vous donne des heures d'auto-nettoyage, d'élimination de toutes ces proliférations, de tous ces déchets alimentaires, de tout ce qui a desquamé de la muqueuse, etc. Donc, jeûne intermittent, très important. Je vois mal comment un cas intestinal difficile pourrait échapper à la recommandation d'un jeûne 16-8, donc fenêtre alimentaire de 8 heures, ce qui implique 4 heures de digestion à la fin, donc ça fait quand même 12 heures qu'on consacre à digérer, manger, digérer. Et puis il reste 12 heures, mais en pratique 16 heures de jeûne, puisqu'il y a 4 heures qui sont sans aliments, mais qui sont toujours consacrées à la digestion. Et donc 16 heures de jeûne, et donc on est sur le 16-8, le jeûne intermittent 16-8. Bon, si vous faites un classique 12-12, que vous mangez pendant 12 heures, et que vous jeûnez pendant 12 heures, typiquement pendant la nuit, eh bien, ne sautez pas de 12-12 à 16-8. Vous faites... c'est souvent assez facile de passer de 12-12 à 14-10, et puis peut-être 15-9, et puis finalement 16-8, et vous pouvez mettre plusieurs mois pour faire ça. Okay ? Ne vous précipitez pas. Ayant parlé de cette onde de nettoyage, d'auto-nettoyage intestinal, en anglais j'aime bien le terme refurbishment, je ne trouve pas un équivalent parfait en français, mais peut-être que ça existe et que quelqu'un me donnera une belle suggestion. Mais toujours est-il que cette onde de nettoyage ou de refurbishment, qu'on appelle le complexe moteur migrant en français, MMC est l'acronyme anglais, est soutenu par l'activité thyroïdienne. Il y a un rôle pour la motiline, qui est une hormone digestive, et la motiline elle-même est connectée à la thyroïde. Donc il y a des connexions
moléculaires bien connus. Il y a tout un terrain là, il y a des articles qui sont quelque part sur mon site internet. Donc, de grâce, si vous avez des difficultés pour revenir dans un fonctionnement intestinal normal, vous devez absolument aller vérifier si vous n'avez pas une fonction thyroïdienne suboptimale et la fonction thyroïdienne est connectée à la fonction surrénalienne. Okay? Donc tout ça c'est vraiment les grands fondamentaux par lesquels il faut passer pour reprendre les problèmes au départ et voir ce qu'on a loupé. Alors, avant d'en finir, et il y aura un opus 3 parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois vous dire, avant d'en finir, il ne me reste plus beaucoup de temps, n'oublions pas évidemment toutes les sensibilités alimentaires, les tests IgG que je pratique, auxquels je crois quand ils sont de bonne qualité, mais il faut qu'ils soient évidemment reproductibles et fiables. Il y a forcément le génotype LCT pour la tolérance ou l'intolérance au lactose. Et il y a bien entendu toute la problématique du gluten. Je vais quand même vous donner un conseil, quand vous avez des cas intestinaux difficiles, vous commencez par mettre le gluten de côté, que vous ayez de bonnes raisons ou pas pour le faire, ça vous aidera à solutionner l'histoire. Et quitte à réintroduire le gluten par après, s'il n'y a aucune raison d'interdire le gluten à long terme, et notamment là, vous devez passer par de la sérologie cœliaque, les immunoglobulines A, etc., etc. Bon, là aussi, j'en parle dans d'autres capsules. Donc, voilà, ça se termine pour aujourd'hui. Donc, de grâce, renvoyez tous ces problèmes intestinaux à la case de départ, reprenez le problème à la base, et les solutions seront au bout du chemin. Alors, nous, on est loin d'être au bout du chemin. On a à peu près fini. J'avais promis de vous montrer Goliath. Alors, voilà le fameux Goliath. Hein, voilà. Regardez ça. Hein. Regardez le bel endroit. Est-ce que vous voyez la petite rivière? Regardez ça. Hein. C'est quand même le pied tout ça. Hein. Bon voilà, écoutez, le temps est écoulé. Suite dans l'opus 3. Et j'ai encore des trucs très révolutionnaires à partager avec vous, notamment au sujet des taux de vitamines B12 et B9. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. À bientôt. Salut les amis. Au revoir.